Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, Bien dans son job, on va s'intéresser au mécénat de compétences. Il est un peu au point mort à cause de ce Covid. Eh bien, on accueillera un chef d'entreprise à la tête d'un groupe un peu agacé. C'est un coup de gueule sur ce mécénat de compétences qui le poussera. Smart et réglo, on parle de la relation bailleur-locataire. Alors, elle existait avant Covid, elle s'est durcie, elle s'est tendue avec cette période Covid, avec des restaurateurs notamment qui étaient incapables de payer leur loyer. Que peuvent-ils faire? On fera le point avec un conseiller juridique. Ce sera dans Smart et réglo. La pause café, comme chaque jour, avec Fanny Griesmer. Le télétravail, on en parle beaucoup. Elle s'y intéressait sous l'angle, je dirais, presque sociologique et quotidien. Ça coûte un peu cher, le télétravail. Oui, il y a pas mal de surcoûts, de coûts cachés. On fera le point avec elle sur cette question. Puis dans le cercle RH, focus sur les indépendants, qui est une corporation un peu compliquée. Eux aussi poussent un coup de gueule. Ils ont l'impression d'être les oubliés du système. Ces indépendants, c'est une corporation très large, ces indépendants, et ils aimeraient être entendus. On fera le point. Et puis fenêtre sur l'emploi, on donnera la parole à une plateforme qui met en relation les jeunes et les employeurs avec ce dispositif Un jeune, un emploi. On en parlera avec lui. Ce sera dans fenêtre sur l'emploi. Tout de suite, bien dans son job, le mécénat de compétences, il est au point mort. Et ça, c'est pas bien. Bien dans son job. Bien dans son job, c'est aussi faire du mécénat de compétences. On va tous vous expliquer avec Olivier Poulini. Bonjour Olivier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur général d'Humanis, qui est une belle entreprise de 3000 collaborateurs dans le numérique. Spécialisé dans le numérique. Vous n'êtes pas venu nous parler de numérique, vous êtes venu nous parler du mécénat de compétences. Racontez-nous, parce que chez Humanis, avant le Covid, parce que beaucoup d'émissions se construisent comme ça, il y avait l'avant-Covid, puis il y a le Covid. Avant Covid, vous encouragiez, pour le dire simplement, vos collaborateurs à faire ce qu'on appelle des actions humanitaires, sociales, environnementales. On appelle ça du mécénat de compétences. Vous leur accordiez du temps. Là, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour nous dire mais depuis le Covid, ça ne marche plus. Racontez-moi d'abord, qu'est-ce que le mécénat de compétences? Alors, le mécénat de compétences, c'est la possibilité pour une entreprise de donner à ses propres collaborateurs du temps pour aller aider des associations. Donc, l'objectif, c'est qu'ils puissent donner de leur temps d'un point de vue compétences professionnelles, mais également compétences personnelles, puisqu'on peut, dans notre cas de figure, on fait effectivement du numérique, mettre à disposition un site internet, faire du click and collect, avoir des outils de CRM ou tout simplement distribuer des denrées alimentaires auprès d'une association. Donc, ça existait avant mars 2019, voilà, 2020. Ça existait avant mars 2020. Depuis la crise sanitaire qui entraîne une crise économique, les entreprises finalement se retrouvent confrontées à un arbitrage entre mettre au chômage partiel leurs collaborateurs qui sont en inactivité et continuer à faire des missions de mécénat de compétences pour celles qui le faisaient. Donc, attendez, c'est fromage ou dessert? C'est soit vous mettez un collaborateur au chômage partiel et auquel cas il n'est pas en mesure de faire du mécénat de compétences, soit vous optez pour un autre dispositif fiscal, mais cette fois-ci, vous n'avez pas l'argent qui tombe tout de suite. Donc, évidemment, l'arbitrage de l'entreprise est très simple. Il veut de la trésorerie rapidement, j'imagine. Exactement. C'est la trésorerie qui est privilégiée. Et donc, le coup de gueule qu'on a pu pousser sur ce sujet, c'est de se dire l'État aide énormément les entreprises au travers donc, du chômage partiel. Cet argent pourrait être redistribué aux associations en donnant une dérogation aux entreprises de pouvoir proposer à nos collaborateurs qui sont dans des situations d'intercontrat, de pouvoir donner de leur temps. Ils ont l'arme au pied, quoi. Ils sont chez eux, ils attendent. C'est ça l'idée. Ils ont du temps à donner, mais simplement avec le statut que vous leur avez choisi, c'est le chômage partiel, ils ne peuvent pas. Ils doivent rester chez eux. Très concrètement, aujourd'hui, vous en êtes où chez Humanis? Parce que vous êtes venu pousser un coup de gueule. Vous avez rencontré les autorités, le gouvernement, la ministre, des conseillers, pour leur expliquer ce vide juridique, cette impensée juridique? Alors oui, on a eu des échanges avec certaines personnes dans le gouvernement qui ont une écoute attentive, qui comprennent, qui effectivement, c'est assez logique, on a donné beaucoup d'argent, le fait de ne pas en donner plus et d'aider des associations dans cette période compliquée, voilà, on comprend, mais il n'y a pas encore de réponse concrète, parce qu'en fait, pour être tout à fait précis, un collaborateur pourrait faire une action de compétence en tant que bénévole et sans que nous le déclarions en mécénat de compétences, parce que ce n'est pas effectivement les deux.
et les 2 aides qui sont... À titre personnel, il le fait. Il peut le faire. Maintenant, on s'aperçoit que les collaborateurs qui font du mécénat de compétences, pour la moitié d'entre eux, ne savent pas comment faire du mécénat de compétences. Alors là, on arrive à un autre sujet qui est le dispositif que vous aviez mis en place dès 2019, qui était une palette de choix possibles. Qu'est-ce que vous proposiez? Quels étaient les secteurs dans lesquels, avant cette crise Covid et avant vos difficultés évidemment de pouvoir leur faire faire, c'était quoi les secteurs que vous proposiez? Alors en fait, on touche tous les secteurs d'activité, c'est ce qui est intéressant. L'environnement, j'imagine. L'environnement, on va travailler pour des sociétés comme le Médecins sans frontières, comme ELA. Donc l'environnement, c'est le Planète Urgence. Des petites associations, les Jardins d'Alcinos, on va pouvoir faire vraiment plein de choses. Donc c'est une plateforme dématérialisée qui permet aux collaborateurs de chez lui de pouvoir se dire, tiens, je suis intéressé par tel ou tel sujet, pour pouvoir donner de mon temps. Très concrètement, encore une fois, avant Covid, et même aujourd'hui encore, vous avez des collaborateurs qui physiquement se déplacent dans la structure, viennent apporter et donner du temps physiquement? Oui, enfin il y a les deux, donc on est aussi capable, et ça c'est important de le dire, de faire du mécénat de compétences en télétravail. Donc ceux qui ont la crainte, pour des raisons aujourd'hui sanitaires, de sortir de chez eux, ont la possibilité également de donner de leur temps. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Parce que vous êtes venu sur ce plateau aussi pour, j'imagine, pour parler, pour peut-être que les conseillers du ministre vous regardent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'ils libèrent finalement la possibilité pour quelqu'un qui est au chômage partiel de pouvoir faire du mécénat de compétences. C'est ça votre revendication? Oui, c'est ça. En fait, on fait partie de l'Alliance du mécénat de compétences qui regroupe 22 grosses sociétés en France. On a ce message qu'on aimerait porter au gouvernement, de dire libérez ça, faites une dérogation. Il y a sans doute des choses dans le droit du travail qu'il faut ajuster, mais au moins libérons cet argent qui a été déjà donné. Ouais. En bout de chaîne, les associations commencent, j'imagine, à vous appeler en disant mais nous on est prêts, on cherche du monde, on a besoin de bras et d'énergie. Il y a un manque en bout de chaîne pour ces associations qui disent voilà, on a moins de monde. Il y a un manque à 2 titres. Il y a un manque d'un point de vue don financier. Bah oui. Il y a moins d'argent, donc il y a moins de dons. La philanthropie évidemment a baissé. Mais il y a aussi un manque en termes de besoins, et on est capable de fournir ces besoins avec des collaborateurs qui seraient prêts à y aller, mais il faut qu'on organise tout ça. Un mot, c'est important, ça, je m'adresse évidemment aux responsables d'une entreprise de 3000 collaborateurs. Beaucoup aujourd'hui commencent à regarder ceux qui sont restés sur le bord de la route et qui vont avoir du mal à revenir au travail. Il y a eu des angoisses, il y a eu une trop longue coupure, c'est compliqué. Et vous dites, ce mécénat de compétences, c'est peut-être une première marche d'un retour à l'emploi. Là aussi, c'est un élément positif et ça bug et ça ne marche pas. Oui, et si on prend des activités qui sont encore plus touchées que la nôtre, on peut parler de l'aéronautique. Chez Airbus notamment, on a des collaborateurs, enfin ils ont des collaborateurs qui sont sur le carreau depuis mi-mars et qui n'ont pas encore de perspective de retour à l'emploi avant un certain temps. Ces collaborateurs-là pourraient continuer à développer leurs compétences, offrir ces compétences aux associations, agrandir un petit peu leur CV pour avoir un retour à l'emploi plus facile. Un retour à l'emploi, puis j'ai envie de dire même le sentiment de donner un peu un sens à sa vie, parce que pour des collaborateurs, c'est votre cas, hein, des gens qui sont depuis 6 mois chez eux à réparer des meubles et à faire le ménage, on tombe un peu fou quand même. Oui, on a une responsabilité en tant qu'entreprise de pouvoir aider ces collaborateurs à sortir de chez eux ou à le faire en mode télétravail. Encore une fois, c'est possible en mécénat de compétences et valoriser ces expériences. Enfin, on voit bien que le débat est quand même fiscal et juridique, hein, puisque là, le débat, c'est de savoir si, lorsque vous mettez en chômage partiel, vous avez la trésorerie qui tombe, mais le salarié n'est pas libéré. Sinon, quelle est votre option en termes fiscal? Non, mais l'option la plus simple serait de continuer à pouvoir faire bénéficier le chômage partiel aux entreprises. Mais libérer les énergies. Libérer les énergies et évidemment ne pas toucher un deuxième avantage d'un crédit impôt lié à ce mécénat de compétences. Ce qui serait logique, évidemment. Et on y renonce. Donc, les membres c'est pas pour un avantage fiscal, c'est j'abandonne l'avantage fiscal. Tous les membres de l'Alliance du mécénat renoncent évidemment à ce type de deuxième avantage en cas de dérogation favorable. Au profit de collaborateurs qui pourraient se mettre en mouvement. Olivier Pouligny. Et d'associations. Et d'associations, bien sûr. Juste d'un mot, pourquoi cette appétence pour le mécénat de compétences? Pourquoi un chef d'entreprise, comme vous l'êtes, à la tête de 3000 salariés, vous dites c'est important, c'est utile? C'est important de mettre du sens en fait à son travail. Je pense que c'est ce qui nous est demandé par nos collaborateurs en termes de recrutement. Quand on rencontre des gens présentés, nous on a appelé ça cœur humaniste. C'est une mission donc de mécénat de compétences. Ça veut tout dire donc dans le titre. C'est important en termes de recrutement, c'est important en termes d'image, c'est important en termes de retour. On parle beaucoup des RSE.
Donc on Bien est sûr. dans le social et l'environnemental. On est en plein dedans. Et presque la marque employeur aussi, d'une certaine manière. Évidemment, la marque employeur. Ils sont vos ambassadeurs, vos collaborateurs. Et quand ils rentrent dans une structure associative, quelque part, ils ont aussi le logo Humanis. C'est aussi des collaborateurs de chez Humanis qui sont chez nous. Avec beaucoup de fierté. C'est qu'ils ont cette fierté de dire, en tant que collaborateur d'Humanis, on vous aide dans le cadre d'une mission de mécénat de compétences. Olivier Poulini, directeur général d'Humanis, 3000 collaborateurs, c'est du numérique, c'est du mécénat de compétences. J'espère que vous allez être entendu. Vous avez des rendez-vous prévus dans les semaines à venir, justement sur ces questions-là, ou c'est au point mort? Tout le monde vous écoute et vous dit, écoutez, on va laisser passer l'orage? On est plutôt aujourd'hui dans l'écoute, mais on attend de la concrétisation. Du concret. Voilà ce qu'attend Olivier Poulini. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau à la tête d'Humanis. Et on parlait de ce mécénat de compétences dont on parle d'ailleurs trop peu, je trouve, dans les médias. Donner du sens à sa vie par des actions humanitaires, environnementales, sociales. Voilà ce qu'est le mécénat. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, ça vous intéresse. Les chefs d'entreprise s'intéressent au droit. Ils ont souvent des avocats qui les conseillent. Smart et Réglo, là, c'est la relation entre le bailleur et le locataire. Alors, tout allait à peu près bien avant le Covid. Tout s'est évidemment un peu compliqué avec cette période Covid où certains ne pouvaient plus payer leur loyer. On en parle et c'est tout de suite. Avec nous, une juriste de la structure SVP. Merci d'être là. C'est intéressant le sujet qu'on évoque aujourd'hui parce que c'est un sujet, je dirais, un peu banal, la relation bailleur-locataire en temps normal. Voilà, tout va bien, on règle son loyer, on essaie de négocier. Les choses se sont quand même énormément compliquées depuis cette crise Covid avec, je pense aux restaurateurs en première ligne qui ont dit à leurs bailleurs, nous ne sommes plus en capacité de payer nos loyers. D'abord, concrètement, Céline Blanc, c'est possible pour qu'un locataire puisse remettre en question son loyer ou pas, sur le plan du droit? Alors, en temps normal, hors Covid, bien évidemment, effectivement, le locataire, il a l'obligation de payer son loyer. C'est son obligation contractuelle. Le bailleur lui met à disposition un local et la contrepartie, c'est je paye mon loyer. Donc, par principe, non, il est obligé de payer. La crise du Covid, effectivement, a énormément compliqué les choses. Et là, on s'est rendu compte que la plupart des entreprises ne pouvaient plus faire face à leurs charges et la dette locative est une charge majeure. Donc là, pour des commerçants notamment. Voilà, et tout commerce même, parce que même si on n'a pas de fermeture administrative, le fait d'avoir une baisse de chiffre d'affaires ampute forcément vos charges et complique la chose. Donc là, le gouvernement s'est dit, il faut peut-être aider ces entreprises. Il a mis un peu de temps d'ailleurs. Alors oui, on a mis un peu de temps. Un petit peu de temps, si je peux me permettre. C'est ça. Et il y a eu une petite incompréhension, je pense, au départ aussi. C'est-à-dire qu'au mois de mars, quand quand le président de la République a fait l'annonce télévisée pour dire qu'il suspendait les loyers, nous, nos clients sont tous revenus en nous disant j'ai le droit de ne plus payer. Or, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que quand on a eu les ordonnances, en fait, c'est pas une suspension, c'est pas une annulation de la dette locative. Le gouvernement a simplement prévu, pour certaines entreprises uniquement d'ailleurs, pour certains secteurs. Voilà, et pour certaines entreprises qui remplissent des critères bien définis, qui sont notamment éligibles au fonds de solidarité. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Et attention, ce n'est pas une annulation de la dette, c'est simplement un report. Donc, il faudra la payer un jour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous ne payez pas aujourd'hui, à un moment ou à un autre, il faudra la payer. Et simplement, pour ces entreprises qui sont éligibles à ces critères de fonds de solidarité, on leur dit simplement, attention, on ne vous efface pas votre dette. Par contre, si vous ne pouvez pas payer votre loyer pendant la période d'état d'urgence sanitaire, votre bailleur ne peut pas vous sanctionner. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous appliquer... Comme la trêve hivernale, en quelque sorte. C'est un petit peu ça. Et c'est surtout, on ne peut pas vous résilier votre bail, quoi. C'est surtout ça. Et donc vous foutre dehors, pour le dire. Exactement. Pour le dire vulgairement. On a vu des restaurateurs, j'ai même parlé avec des chefs d'entreprise, où le bailleur venait avec un avocat en disant, vous avez tant de jours. Ça ne s'est pas passé comme ça partout. Il y a eu aussi parfois des échelonnements, même des annulations de loyers. En termes de droit, qu'est-ce qu'il peut faire, le bailleur? Au bout de 15 jours, il envoie une lettre recommandée? Alors, là, pendant le Covid, si son locataire est éligible... il est protégé. Il ne peut rien faire. Il est obligé d'attendre la fin de l'état d'urgence. En temps normal, si votre locataire ne paye pas son loyer, vous avez une clause dans votre bail, ce qu'on appelle une clause résolutoire, qui permet au propriétaire effectivement de dire vous n'avez pas payé, je vous délivre un commandement de payer par huissier
Et si au bout d'un mois, vous n'avez pas régularisé votre loyer, je suis en droit de faire constater directement par le juge la clause résolutoire et donc la résiliation de votre bail. Vous avez eu des clients dans cette situation, des clients qui étaient pris à la gorge et oui, dont le bailleur mettait une pression incroyable? Oui, alors ils essaient de négocier au maximum, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Et effectivement, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gros bailleurs, entre guillemets, mais il y a aussi des petits bailleurs qui ont des contraintes financières de crédit. Et qui vivent avec leur loyer. Et qui vivent avec leur loyer. Bien Donc sûr. c'est vrai que parfois, trouver un terrain d'entente et un juste milieu pour satisfaire les intérêts réciproques, c'est pas toujours facile. L'entreprise est en difficulté économique, elle n'est pas inclue dans ce fonds de solidarité. Elle a un argument, l'entreprise, ou pas? Il n'y a pas de possibilité. Elle doit payer. Exactement. Les difficultés. Au risque de faire couler la boîte. Au risque de faire couler la boîte, mais les difficultés économiques en tant que telles ne sont pas un motif de renégociation du bail. Donc, à part se rapprocher de son bailleur et tenter une négociation amiable, malheureusement, si vous n'êtes pas dans les critères fixés par la loi, vous n'êtes pas protégé plus que ça. Alors, avant de nous quitter, Céline, vous ouvrez à travers cette relation bailleur-locataire un débat même sur le montant des fonds de commerce, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de vos clients, j'imagine, qui disent « Mais attendez, mon fonds de commerce a fondu comme neige au soleil, je pouvais le vendre 200 000 €, je ne peux plus le vendre que 100 000 ». Il faut revoir le montant des loyers. Est-ce que cette réflexion-là, vous l'avez, vous, en tant qu'avocat? Est-ce que vous dites, à un moment donné, on ne peut pas payer un loyer très élevé si en même temps, le fonds de commerce a baissé de moitié? Alors, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart des commerces sont quand même en train de fermer. Malheureusement, il y a beaucoup de procédures collectives qui sont ouvertes. Ça déprécie effectivement la valeur de votre fonds de commerce, parce que à partir du moment où votre chiffre d'affaires baisse, la valeur de votre fonds baisse également. Donc c'est un vrai problème, parce qu'on peut aussi, un locataire peut se dire, je vais essayer de céder mon droit au bail, j'ai essayé de vendre mon fonds de commerce pour m'en sortir. Ah oui. Et presque payer mon loyer d'ailleurs, parce qu'il faudra qu'il les règle, les loyers. De toute façon, ils seront dus. Il met la clé sous la porte, il a le tribunal annonce la fermeture de l'entreprise, il devra quand même, aux créanciers, c'est les loyers qu'il paye. Exactement. Et attention, l'ouverture d'une procédure collective, que ce soit une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire, ne met pas fin au bail automatiquement. C'est-à-dire que même si demain vous êtes sous redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, vos loyers restent dus. C'est le liquidateur qui décidera si il met fin au contrat ou pas. C'est deux droits différents d'ailleurs. C'est deux droits différents. Absolument. Avant de nous quitter, on parle beaucoup des restaurateurs et des commerçants qui, il faut le dire, sont en galère pour certains et ont du mal à payer leur loyer. Le bailleur, lui, il a des droits, il a des impayés depuis 6 mois pour des raisons qu'on évoque depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il peut se retourner vers une caisse de solidarité? Est-ce que le bailleur est tout seul face à ses impayés? Il est un peu tout seul, mais le gouvernement, la loi de finances en tout cas de 2021, a mis en place une aide pour certains bailleurs. On incite aujourd'hui, le gouvernement incite fortement les bailleurs à être indulgents avec leurs locataires et on essaie de les aider. Donc il y a un crédit d'impôt qui a été mis en place pour certains bailleurs. Alors c'est pareil, c'est encadré, ça ne vise pas tous les locataires et tout le monde, mais le principe c'est qu'on peut permettre aux bailleurs qui accepteraient d'abandonner les loyers de leurs locataires pour le mois de novembre notamment, de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50%. Le mois de novembre? Oui. Seulement le mois de novembre? Pour tous ceux qui accorderont, qui accorderont une annulation de loyer jusqu'au 31 décembre pour le mois de novembre. Oui. Donc c'est sur l'année qui court en ce moment, à partir du mois de mars, avril, mai, juin, ils n'auraient que 50% de crédit d'impôt. Voilà, pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés. Et pour celles qui sont entre 250 et 5000 salariés, malheureusement, c'est 2/3 de 50% seulement. Tout est quand même très compliqué quand on observe ces sujets rectifiés par les lois de finances. On voit qu'il y a quand même beaucoup de contraintes et que j'imagine que certains de vos clients s'y perdent un peu, non? Complètement. On est d'accord? On est d'accord. Oui, ça sert à ça, un avocat, ou en tout cas un conseiller juridique, parce que c'est quand même un maquis avec des contraintes. Il y a le droit d'un côté, il y a la loi de finances de l'autre qui ne sont pas toujours compatibles, parce que le droit fiscal est encore un monde à part, donc c'est vrai que c'est compliqué. Un mot avant de nous quitter, quand même, sur l'ensemble des clients que vous avez rencontrés. Le loyer les a fait basculer quoi? Dans la précarité? Certains sont allés chercher dans leur trésorerie leurs fonds propres? Oui, bien sûr. Il y en a qui Pas le choix? Pas le choix. Il y en a qui ont mis toutes leurs économies, effectivement, et qui espèrent tenir avec leurs économies, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui où on va avec cette crise, et que malheureusement... les économies ont leurs limites. Exactement. Surtout pour des petits commerces, pas des très grosses entreprises. Céline Blanc, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau, experte en droit patrimoine chez SVP Information Décisionnelle. Je n'avais pas donné le titre en entier. Vous revenez quand vous le souhaitez, parce que c'est un sujet éminemment sensible, cette question des bailleurs. On fait une petite pause, si vous en êtes d'accord, la pause café avec Fanny Griesmer. On parle du télétravail. On en a parlé tout à l'heure sur le mécénat de compétences, et là on va en parler sous l'angle, je dirais, un peu sociologique, un peu concret, un peu quotidien. Fanny Griesmer nous explique tout.
La pause café avec Fanny Griesmer, pas du tout contente de la façon dont j'ai présenté cette chronique. Il y a débat. Il y a un débat, Voilà. alors j'ai dit sociologique, mais c'est aussi Non, je vous présente un ticket de caisse. un ticket de finalement. caisse. Oui, Une mais petite facture. derrière les chiffres, il y a toujours de l'humain. Bien sûr. Non, Surtout en télétravail. vous voulez nous parler d'un sujet. On parle du télétravail comme On en mode parle d'organisation et régulièrement ici dans cette émission, et vous le savez bien. On parle du télétravail comme coût, comme surcoût, j'allais dire presque comme coût caché. On s'y attend pas en fait. C'est ça, parce qu'on s'est assez peu posé la question finalement. Travailler depuis la maison, c'est une norme. Depuis 11 mois, jour pour jour, c'est un petit répit avant l'anniversaire des 1 an, la première bougie. Télétravail souvent imposé de force dans la vie des entreprises et 2 millions de salariés néophytes en la matière. Beaucoup ont dû s'organiser, voire se réorganiser. Beaucoup de questions sont soulevées toujours régulièrement. Il y en a une à laquelle on n'avait pas forcément pensé, c'est effectivement combien ça coûte. Et elle nous concerne forcément directement. Il y a plein de petites choses. Combien ça vous coûte de travailler de chez vous plutôt que d'occuper les bureaux de votre entreprise? Mauvaise nouvelle. Voilà, je ne viens pas forcément avec des bonnes nouvelles. Là, c'en est une mauvaise. Depuis que vous avez déménagé et réaménagé votre bureau à la maison, vous avez emporté dans un même temps quelques dépenses, des frais mensuels supplémentaires. Et la note, vous allez le voir, peut-être salée. La première source de dépenses, bon, on l'imagine un peu, c'est pas le café, encore qu'on peut en parler. C'est le chauffage, non ? Exactement, oui. Bah oui. Dès le mois d'octobre on monte les chauffages, on a froid. commencé. Alors, c'est vrai qu'on a commencé à évoquer cette question la question de la prise en charge par l'employeur des frais engagés par les salariés qui travaillent à domicile, sans réellement en estimer le coût. Au final, on n'a pas une fourchette, mais un râteau, comme dirait Amélie Fabre-Guittet, puisqu'on a des chiffres. Cela peut vous coûter de 13 à 174 € par mois. C'est le résultat d'une étude réalisée par le cabinet Conviction RH pour Le Parisien. L'étude qui se penche sur 3 types de frais pour 20 jours de télétravail par mois: les frais courants, les fournitures, le mobilier et l'informatique. Et effectivement, vous le disiez, la première source de dépenses, c'est le chauffage. Oui, quand vous partiez le matin. Non, on baisse le chauffage. Vous baissiez le chauffage, vous l'éteignez. Inutile de chauffer si vous n'êtes pas là. Sauf que maintenant que vous êtes en télétravail, vous restez chez vous. Et il faisait froid. Et dernièrement, il a fait très froid, donc forcément, c'est vrai. À moins de travailler avec un pull et des moufles, globalement, il vaut mieux laisser le chauffage allumé. Si l'appart est une passoire énergétique Sauf que aussi. Ça coûte cher aussi. 8 heures de chauffage par jour, 20 jours par mois. La note grimpe vite jusqu'à 48 € pour un 150 mètres carrés chauffé tout électrique. Ce n'est pas rien, ça coûte, c'est un budget. Il y a aussi des dépenses auxquelles on ne pense pas forcément, et vous, visiblement, vous y avez pensé, ce sont les fameuses capsules de café. Oui, bah évidemment. 43 centimes en moyenne sur une capsule de café. Après, tout dépend de votre consommation de café. Certains consomment beaucoup par jour. Il y a la chasse d'eau aussi. Oui, bien sûr. Votre ordinateur qui reste branché, quand même un petit peu sur le secteur, parce que globalement, même si vous avez une bonne batterie, il faut le rebrancher. Il y a également la lumière. Et en plus de tous ces frais courants, les achats de fournitures, stylos, papier, cartouches d'imprimante si vous en avez une, voire de l'équipement matériel et informatique, des coûts fixes mais non négligeables. On pense notamment aux bureaux, aux fauteuils, aux casques, à la fameuse parfois fournie par l'entreprise. Deuxième écran, pas toutes. Apparemment, elle serait de l'ordre de 44%. Donc une entreprise sur 2, moins même. Voilà, tout ça. Mis bout à bout, ça coûte cher. Alors, ça dépend de votre profil, parce que finalement, on vous donne cette fourchette qui s'apparente plus à un râteau. Ça dépend de est-ce que vous avez des tickets restaurants ou non. En général, remboursement de passe Navigo ou pas. Ça dépend également des frais d'équipement. Donc on n'évoque pas les repas. En fonction de votre métier. Au final, ceux qui réalisent de vraies économies, ce sont ceux qui ne vont plus travailler et qui ne prennent plus la voiture pour se déplacer, puisqu'ils économisent automatiquement pas mal de plein d'essence. Et qui ne mangent plus au restaurant tous les midis, puisque certains collaborateurs sont tous les midis au restaurant. Mais l'employeur a l'obligation de continuer à vous fournir des tickets restaurant. Remboursable, pas remboursable, qu'est-ce que dit l'entreprise là-dessus? Elle ne dit rien, à vrai dire. Chacun fait ce qu'il veut. Pas grand-chose. En tout cas, c'est le flou totalement artistique, on ne va pas se le cacher. C'est vrai que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a indiqué à plusieurs reprises que le télétravail ne devait rien coûter aux salariés. Mais dans les faits, on est
est loin du compte. Alors, il y a d'abord cette ordonnance du 22 septembre 2017 qui a modifié l'un des articles du Code du travail pour supprimer l'obligation pour l'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail. Sauf qu'un autre article du Code du travail, lui, rappelle que l'employeur a les mêmes obligations à l'égard du salarié en télétravail qu'à celui des autres salariés. Enfin, il y a l'ANI, cet accord national interprofessionnel sur le télétravail qui a été signé par le patronat et les syndicats en novembre dernier, qui indique quant à lui qu'il appartient à l'entreprise de, je cite, prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et après validation de l'employeur. C'est très compliqué. Parce que vous l'aurez bien noté, déjà, on ne détaille pas du tout le type de dépenses qui peuvent être remboursées. D'autre part, vous aurez bien noté le après validation de l'employeur. Donc, l'ANI renvoie à la question du dialogue social et laisse l'entreprise négocier en son sein ou par accord de branche. Donc, c'est extrêmement compliqué. Le souci, c'est effectivement d'évaluer ce qui relève du professionnel et du personnel, notamment en ce qui concerne les frais courants, l'eau, l'électricité. Et là, on s'aperçoit que finalement, cette fameuse frontière vie pro, vie perso, si ténue, déjà vous avez du mal dans l'exercice de vos fonctions, j'ai envie de vous dire, elle se répercute là aussi dans votre budget. Merci Fanny, il faut quand même préciser qu'en télétravail, on dépense moins de vêtements. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. Mais oui, vous avez raison. On ne l'a pas évoqué, il n'y a plus le costard, on n'est pas obligé de se mettre sa chemise. Vous pouvez rester en pyjama. Voilà, il y a moins de pressing, forcément, on est un peu en haillon. Merci Fanny, on a un peu dépassé le temps, mais c'était un vrai plaisir. Tout ça n'est donc pas réglé, si j'écoute ce que vous dites, il y a encore pas mal de petites choses à régler. On glisse ça sous le tapis. Voilà, le télétravail et ses conséquences sociologiques ou financières, puisqu'on avait un débat. C'était quoi, râteau ou... fourchette ou râteau Fourchette ou râteau. Ça sera l'expression de la semaine, à mon avis. Fourchette ou râteau. Petite pause avant de parler des indépendants. Ça, c'est un secteur d'activité, c'est une corporation, c'est un peu flou, on va y revenir, qui a le sentiment d'avoir été un peu oublié dans toutes ces aides. On va refaire le point avec le Marc Sanchez, le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, des très petites entreprises. On en parle, c'est juste après cette petite pause. Juste après, c'est le cercle RH. À tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien avec mes invités. On parle des indépendants. Alors, qu'est-ce que c'est les indépendants ? On va tout vous expliquer. Des indépendants qui ont le sentiment, on va en parler avec eux, d'être un peu les oubliés de ce système, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé auprès des entreprises. Mais ces indépendants ont le sentiment d'avoir été un peu oubliés. Encore que le gouvernement a peut-être répondu à certaines de leurs questions en prolongeant ce fonds de solidarité, cette aide très concrète qu'ils reçoivent chaque mois, même ça pose des problèmes parce qu'il reste un manque à gagner. Les chiffres d'affaires ont baissé et ils ne s'en sortent pas toujours. On en parle avec Marc Sanchez. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et TPE, c'est important, très petites entreprises, qui est une organisation interprofessionnelle, patronale, apolitique et financièrement indépendante, faut-il le préciser. Merci d'être avec nous. Inde El Idrissi, merci d'avoir répondu à notre invitation, porte-parole d'indépendant.co. Alors c'est vous qui avez créé cette structure, vous en êtes devenu la porte-parole et vous avez lancé une pétition. Alors, elle est terminée, la pétition. Vous avez les résultats de cette pétition. Qu'est-ce qu'elle réclamait, cette pétition, d'ailleurs ? Alors, ce qu'on demandait, c'était la prolongation du fonds de solidarité. Vous avez eu gain de cause ? On a eu gain de cause, annoncé la semaine dernière par Bruno Le Maire, la prolongation sur janvier-février. Alors, ça ne s'arrête pas là, mais c'est déjà un gros soulagement pour les millions d'indépendants en France. Fonds de solidarité, rappelons-le, c'est quoi ? C'est 1 500 €. Alors c'est 1 500 € le premier niveau, on va dire, qui est ouvert à peu près à tout le monde. Et puis après, en fonction des secteurs d'activité, des chiffres d'affaires, ça peut aller beaucoup plus loin sur les secteurs comme l'événementiel, la restauration, etc. Événementiel touché de plein fouet parce qu'il ne se passe plus rien depuis mars dernier. Tous les secteurs fermés, en fait. Tous ces secteurs, on a reçu les discothèques et tous ces secteurs-là aussi. D'abord, un mot pour nous éclairer, parce que c'est très vaste, les indépendants. Ça va d'où à où ?
Alors, en général, vous avez les entreprises individuelles donc, qui intègrent effectivement les travailleurs non salariés, les micro-entreprises. Vous avez aussi les dirigeants de SAS, de SASU, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, l'idée, c'est que le monde des indépendants, c'est le monde des chefs d'entreprise avec des situations d'installation ou sociétale qui sont transitoires, mais avec pour objectif, effectivement, de générer ou de créer sa propre entreprise. C'est quoi? On pense aux indépendants comme ceux qui font, vous savez, les sites internet, du numérique, de l'informatique. C'est le cœur des indépendants. Ceux-là, on dit qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils travaillent chez eux. Ils ont une entreprise qui est leur client, parfois une mono-entreprise d'ailleurs, et ils bossent de chez eux. Mais c'est pas que ça. Non. Vous avez des fleuristes qui sont indépendants, qui gèrent en travaillant en TNS ou en entreprise individuelle ou qui ont une forme sociétaire, mais qui sont, on va dire, qui génèrent leur propre emploi, leur propre activité, et ils sont effectivement en responsabilité sur la constitution, le démarrage et l'évolution de leur entreprise. D'accord avec cette définition, vous êtes d'accord sur ce point-là? Enfin, vous n'êtes pas d'ailleurs en désaccord sur les sujets, mais vous êtes d'accord avec cette définition parce qu'elle regroupe des branches, elle vient se heurter à d'autres corporations ou fédérations professionnelles, c'est compliqué. Les indépendants, en réalité, c'est assez large au niveau des statuts juridiques parce qu'on va de la micro-entreprise aux dirigeants de société, donc qui va avoir SAS jusqu'à la SAS, voilà, sur la SAS, qui peut avoir quelques salariés. Il fait toujours partie des TPE et donc à titre personnel, c'est un indépendant. Par exemple, il n'a pas droit au chômage quand on est. On va y revenir. Quand on est dirigeant d'entreprise, donc on a une catégorie comme ça qui est vraiment très très large et qui va aller à la fois de l'artisan commerçant jusqu'aux professions libérales et à toutes les micro-entreprises qui font de la prestation auprès des entreprises et de la prestation auprès des particuliers. Et donc beaucoup de ces indépendants n'ont pas la même visibilité qu'un restaurateur, parce qu'un restaurateur, tout le monde voit, on a le restaurant avec la terrasse devant, donc on voit bien. Qui est un indépendant, lui aussi. Qui est un indépendant. On est d'accord. Et puis à côté de ça, vous avez ces dizaines de milliers d'auto-entrepreneurs qui travaillent de chez eux, qui vont chez le client, etc., et qui sont un peu invisibles. Et ça, c'est la masse, les 3 millions. Les fameux invisibles. Voilà. On ne sait pas qu'ils sont indépendants, ils sont là, ils font un boulot très utile. Combien de personnes appartiennent à votre syndicat? Parce que c'est intéressant de savoir ce que vous pesez. Alors, vous ne faites pas partie des syndicats irréfragables qui signent les accords, il faut bien le préciser. Représentatifs. Représentatifs. Au sens de la loi de 2008. Voilà, tout à fait. mais on appelait ça irréfragable, je crois. Oui, le SDI aujourd'hui, c'est 25 000 entreprises donc, qui sont en adhésion directe à notre organisation et qui ont vocation effectivement à essayer de mettre en avant leurs problématiques en vue de pouvoir justement mieux se situer dans la représentation patronale par la terminologie qu'on a utilisée précédemment, c'est-à-dire la PME, donc CPME, MEDEF, etc. Oui, c'est ça, il y a d'autres organisations. Effectivement, il y avait des sujets sur lesquels, à travers ce vocable de PME, on identifiait donc effectivement la très petite entreprise, mais les solutions qui étaient proposées ne les impactaient absolument pas. Donc l'idée, en fait, c'était de pouvoir mettre un éclairage sur ces entreprises-là, donc depuis que le SDI a été créé, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans, justement de manière à adapter la politique publique aux situations de ces entrepreneurs, qui sont quand même 98% aujourd'hui des entreprises. Il faut savoir que ce qu'on appelle la TPE, c'est 2 millions d'entreprises aujourd'hui, c'est 4 millions de salariés, donc c'est quand même d'un point de vue, et on s'en est rendu compte d'ailleurs dans le cadre de la crise du Covid, c'est quand même aujourd'hui ce qui fait un petit peu tenir et qui a fait tenir d'ailleurs notre économie. Et malheureusement, souvent, c'est des entreprises qui sont peu ou pas considérées. Donc l'avantage finalement de la crise de la Covid, comme on le dit, ça vous a révélé, ça a été effectivement de voir que ces entreprises-là, elles avaient un rôle économique très important et elles avaient aussi un rôle social de proximité qui était certainement pas à négliger. Juste un état des lieux avant d'entendre vos revendications et de savoir si vous êtes content de la manière dont le gouvernement vous traite. Une photographie de vos indépendants. Ils en sont où? Que se passe-t-il chez eux? On parle là, ici, sur ce plateau d'entreprises qui lancent des plans sociaux, des plans d'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe chez les indépendants en ce moment? Ça résiste? Ça tient le coup? Ou vous craignez, après mars, après juin, puisqu'on nous parle de reprolonger encore jusqu'en juin les aides, et vous dites, après juin, c'est la crise. La question sur ce sujet, on a fait une enquête, un baromètre en fait, qu'on a fait auprès de nos adhérents, avec 2 étapes, la clôture à l'année 2020 et le démarrage de cette année. En moyenne, hormis les secteurs fermés, donc ce qu'on appelle les S1, les S1 bis, pour tous les autres secteurs d'activité, c'est une perte totale de chiffre d'affaires de l'ordre à peu près de 30%.
sur toute l'année, avec un démarrage donc sur janvier et février qui est dans la même logique. Donc l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que les mesures sanitaires, je pense notamment au couvre-feu à 18h, ont eu un impact très négatif pour toutes les entreprises qui reçoivent du public. Évidemment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Bruno Le Maire a décidé de reporter les soldes. Mais c'est sûr que rester ouvert sans avoir de clients et sans écouler le chiffre d'affaires ou le stock qu'on a avec des marges qui sont bien évidemment de moins en moins importantes, c'est une catastrophe. Et avec l'été qui arrive, avec des stocks d'hiver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en textile. Votre trésorerie, elle est, on va dire, dans des situations assez difficiles, voire catastrophiques. C'est très difficile, quand vous écoulez pas votre stock, de réinvestir pour en racheter un, effectivement, notamment dans l'équipement de la personne. Donc un baromètre qui dit la situation janvier-février est repartie sur un trend qui n'est pas très bon. Ouais. Globalement, les soldes sont repoussés. Les indicateurs que vous avez, les échanges que vous avez avec votre réseau, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Les 1500, on va y venir, ça suffit pas, ça les fait vivre, ça les fait survivre, c'est quoi la réalité ? Alors, pour les TPE, je laisse la parole. Non, allez-y, répondez. Non, vous êtes lancé, vous allez répondre. Mais sur les TPE, c'est vrai que la notion, si on compare aux charges d'exploitation d'une entreprise qui n'a pas de salarié ou un fleuriste, un vendeur d'habits, etc., on constate que les 1500 euros, ça aide pas, ça comble pas, ça fait pas passer le cap, surtout quand vous avez une perte qui est, on va dire, aux alentours de 50% de chiffre d'affaires. Pour autant, elle aide. C'est pour ça d'ailleurs que le SDI avait demandé, parce que la situation tend à perdurer, à ce qu'on puisse effectivement doubler le fonds de solidarité sur un plafond à 3 000 euros, justement pour prendre en considération ces charges d'exploitation. Ce qui n'est pas fait, on est toujours à 1500. Alors ça a été fait paradoxalement pour les grosses boîtes, puisque au-delà d'1 million de chiffre d'affaires, effectivement, on a la capacité de rentrer les charges d'exploitation, mais il est bien évident qu'avec 1500 euros, si le chef d'entreprise il doit se payer, il doit payer son loyer, il doit payer ses fournisseurs, il n'y arrive pas. Ça, c'est clair. Inde, c'est à vous, parce que là je vous pose la question. Votre situation et la photographie de votre réseau, de ceux que vous rencontrez. Alors sur ceux qu'on rencontre, donc nous on a mené notre enquête aussi, et en fait on a 50% des gens qui nous disent « je suis en grande difficulté financière », c'est-à-dire j'ai une perte de chiffre d'affaires qui est supérieure à 50%. Donc ces 1500 euros, ça éponge à peine, pas du tout même d'ailleurs. Voilà, alors ensuite ça va dépendre des personnes, c'est-à-dire que 1500 euros pour certaines personnes quand il n'y a vraiment aucun frais en micro-entreprise, etc. En micro, Voilà, en micro-entreprise ça peut suffire et il y en a beaucoup. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué dès qu'il y a des charges. Un loyer, on évoquait le loyer qu'une avocate Exactement. tout à l'heure. Et en fait, ça c'est une des choses une des idées que nous on défend, c'est que l'indépendant est à la fois une personne physique et une entreprise. Oui. Et donc, dans notre système en France, le salarié est traité comme une personne physique, donc on lui dit chômage partiel, c'est jusqu'à 4 500 euros. L'indépendant, on lui donne 1 500 euros et on les donne à l'entreprise, on ne les donne pas à la personne physique. Donc, vous faites rentrer les 1 500 euros dans l'entreprise, ça disparaît dans les charges et vous n'avez plus rien pour vous. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre pour vraiment qu'on ait une aide pour les indépendants qui aille jusqu'à la personne physique. Vous dites aujourd'hui que ces 1 500 euros rentrent évidemment dans la structure de l'entreprise, donc ça rentrera dans son bilan, il sera calculé, mais il n'en profite pas directement ? Ben non, parce qu'en fait, les 1 500 euros, après, il faut qu'ils puissent se les verser en rémunération. Donc, il perd la moitié. Exactement, donc il perd la moitié. Sur ces 1 500, ça c'est une information incroyable, 1 500 versés par l'État, il y a 50% de charges qui partent. Voilà, sauf quand vous êtes en micro-entreprise, où du coup, ça ne fonctionne pas. C'est différent. Vous n'avez pas de système, vous avez vraiment les 1 500 euros. Je pensais que c'était du 1 500 euros net dans la poche, excusez-moi. Et ben voilà, donc, alors pour les micro-entreprises, c'est vrai, mais pour les autres, ça n'est pas vrai. Oui, micro-entreprises. Mais SARL, toutes les structures juridiques qu'on a évoquées tout à l'heure, celle-ci, s'il veut se rémunérer sur les 1 500, il prendra 750 euros de salaire. C'est ça. La question attendez, c'est incroyable ça. Sur cette partie de la rémunération, justement, c'est que souvent, c'est pour ça qu'on demande le doublement du plafond. Oui, c'est que pour avoir 1 500. Ça ne rentre pas en considération dans la rémunération du dirigeant. Quand vous avez effectivement un loyer à 3 ou 4 000 euros par mois, les 1 500 euros, la priorité c'est de payer son loyer ou la priorité c'est de payer son fournisseur. On n'est déjà pas dans ce spectre-là du raisonnement de rémunération. En tout cas, on va dire sur les entreprises. Il y a de la colère chez eux dans le sens où il y a quand même un geste qui est fait par l'État, c'est incontestable et c'est factuel, mais ils vous disent, oui, mais à 1 500, j'ai vu des restaurateurs qui avaient 10 000, il y avait un autre plafond qui me dit, même à 10 000, j'ai un loyer de 18 000, je m'en sors pas. Il y a deux phases. Il y a deux phases, c'est-à-dire que quand le gouvernement a mis en place le fonds de solidarité, je rappelle d'ailleurs à l'époque, à exclusage
à usage exclusif des TPE, oui. La mesure a été prise de manière très très favorable. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on est sur des baisses de chiffre d'affaires constantes. C'est plus pendant une période de 1 mois ou 2 mois. Non, on est vraiment sur... C'est une pente qui descend. Exactement. Et c'est là où ça ne suffit plus aujourd'hui, à la fois pour passer le cap sans perspective de la crise sanitaire actuelle. Alors, est-ce qu'on va confiner? Est-ce qu'on ne va pas confiner? Quelles vont être les mesures sanitaires qu'on va devoir mettre en place? À quel moment on lève l'état d'urgence? Est-ce qu'on va en sortir? Et c'est surtout la perspective à avoir derrière, parce que beaucoup d'entre elles ont un mur de dette colossal en termes de charges sociales, de charges fiscales. On parlait des fournisseurs, on parlait du loyer. Les URSSAF vont commencer aussi à rentrer dans... C'est quand les URSSAF, là, le moment où l'URSSAF va commencer à arriver avec sa petite mallette pour vous demander la note? A priori, c'est à l'automne. C'est ça. Déjà des contraintes qui ont été envoyées justement pour certains indépendants concernant l'exercice 2019, mais pas 2020. Mais effectivement, à partir de l'automne, il y a des instructions qui ont été données, notamment au cabinet d'huissier, pour pouvoir reprendre effectivement le remboursement des cotisations. Mais donc, la pétition, vous avez été entendue, mais on entend sur ce plateau, avec ces regards croisés, que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut plus. Mais le gouvernement dit en même temps... Attention, on a une dette, il va falloir qu'à un moment donné, on retire la prise. Attendez, on est sur un moment comme ça de bascule. Quel est votre état d'esprit là? Alors, parce que c'est un moment crucial. Alors ça, c'est un point qui est effectivement important, c'est-à-dire que les indépendants, en tout cas ceux que je vois, ceux qu'on représente, ce sont des gens qui n'ont pas vocation à être assistés à vie. Bah oui. Donc, ils sont chefs d'entreprise, voilà, ils veulent travailler. Ils veulent bosser. Exactement, ils veulent travailler. Donc il n'y a aucune victimisation dans cette affaire. Ce qu'ils disent simplement, c'est... en fonction des mesures sanitaires qui sont prises et du fait qu'on nous empêche de travailler, il faut qu'on puisse être accompagné. Et deuxième chose qu'on dit, c'est une fois qu'on a mis en place les aides, au bout d'un moment, et c'est tout le malentendu en fait avec Bruno Le Maire, c'est que Bruno Le Maire, début décembre, dit on arrête le fonds de solidarité au 1er janvier. Parce que l'activité économique aura repris. Mais l'activité économique, ce qui n'est pas le cas. Ça ne reprend pas comme ça, l'activité économique. Vous êtes entrepreneur, vous savez très bien qu'il faut des mois et des mois pour remettre à pied, vous remettre sur pied sur votre activité économique. Donc, ce qu'on demande, c'est que le fonds de solidarité soit prolongé et ensuite retiré de manière progressive. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'a pas encore été complètement entendu. C'est pas jour-nuit, c'est pas 0 ou 1, c'est doucement, oui, parce que sinon, c'est une rupture. Il y a eu quand même sur cet aspect, par rapport au mois de janvier, un changement de position du gouvernement où il s'est rendu compte effectivement de l'aberration. C'est la raison pour laquelle, alors peut-être un petit peu tard effectivement, ils ont annoncé le prolongement du fonds. Il y a eu des déclarations d'Olivier Dussopt aussi qui faisaient état du fait qu'on n'allait pas justement... C'était le 14 janvier. Castex, le maire qui disent... la perfusion, on va dire, de manière systématique et aussi rapide que ça. Donc il va y avoir une phase de transition. La question aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on voit, c'est que dans la transition on va devoir mettre en place au niveau des entreprises, on va devoir se poser la question de savoir quelle perspective on va leur donner. C'est-à-dire que la relance, elle passe par ces entreprises-là, ça c'est évident. Ce qui a permis le rebond au mois de novembre et au mois de juin, quand on a repris l'activité, c'est grâce à l'économie de proximité. Ce n'est pas les grandes industries qui ont redémarré. C'est justement les TPE. Ceux qui ont de la souplesse, ceux qui ont l'agilité. Et sur ces entreprises-là, il est nécessaire aujourd'hui, effectivement, d'abord de faire un point dans une phase de transition et ensuite, dans le cadre de la relance, puisqu'il y a un plan de relance qui est prévu, de les intégrer. Avec un monsieur relance d'ailleurs. Ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas, parce que les mesures de relance, notamment dans le cadre de la loi qui a été votée au mois d'octobre, elle n'implique absolument pas les TPE. Il n'y a aucun dispositif. C'est vrai, le mot TPE n'est pas, absolument pas, n'est pas dans les textes. Il y a des mesures d'ordre fiscal qui sont relativement à la marge, mais pour le reste, il n'y a aucun élément qui a été mis en avant. Chacun votre tour, parce que vous avez forcément réfléchi. Il y avait cette pétition que vous avez lancée, vous avez eu une cause. On entend qu'il faut travailler sur le progressif et non pas dans la rupture nette qui créerait des chocs financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous interrogez sur, comme le débat a eu lieu sur la dette, certaines grosses entreprises disent, moi le PGE, je ne peux pas le régler, ça ne va pas être possible, en tout cas pas dans les délais qu'on me le demande. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de réfléchir à un effacement des cotisations sociales? Parce que ça pèse aussi très lourd pour le chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes en train d'expliquer au gouvernement que ça ne sera pas fromage et dessert, ça sera l'un ou l'autre. S'il y a un PGE, on ne paye pas les cotisations. Est-ce que vos adhérents vous le disent? Oui, on est sur ce débat clairement. Alors la question après, c'est qu'on
on ne peut pas, comme sur le fonds de solidarité, avoir une action massive sur ces sujets-là. Il faut avoir une action qui soit adaptée à chaque entreprise et à chaque situation. C'est compliqué, parce que c'est par la masse que vous réussissez à vous faire entendre. La question, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez par exemple sur le PGE, qui a été accordé pour l'ordre de 53 milliards d'euros au TPE, on en a quand même à peu près 60% qui l'ont consommé. Jusqu'à 70% de leur activité. C'est-à-dire qu'en termes de trésorerie, elles l'ont utilisé et aujourd'hui, elles ont grosso modo quasiment plus de perspectives. C'est pour ça que... Vous nous dites qu'elles n'ont plus d'argent, pour le dire simple. Oui, clairement. Quand je vous disais de parler de situation de trésorerie catastrophique, c'est ce que je voulais dire. Donc, sur ces entreprises-là, quand vous avez le remboursement, alors qui devait démarrer, qui a été reporté et qui pourrait être reporté de 2 ans d'ailleurs, puisque c'est en négociation avec Bruno Le Maire. Remboursement sur 6 ans, c'est ça, on dit sur 6 ans. Hein. Au lieu de 4, on passera à 6, ce qui est déjà un peu mieux. Oui. Mais la question, c'est de savoir si structurellement, la relance va se faire au niveau de ces entreprises. Décaler la dette, c'est pas générer on en revient toujours au même sujet. Qui permet de la payer. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Artificiel ou réel chiffre d'affaires. Ce qui est important pour les chefs d'entreprise, c'est de retravailler avec des perspectives, notamment sanitaires, qui sont les moins contraignantes possibles, dans une situation la plus normalisée possible. Inde et l'Idrissi, je vous repose la question à vous. Est-ce que dans les revendications qui sont sur la table, dans les réflexions que vous menez entre vous, il faut s'unir. Est-ce que vous dites il faudra réfléchir à, non pas un aménagement, mais un effacement d'une partie de nos cotisations ? Oui, ça fait partie de la réflexion, mais c'est vrai qu'elle arrive en fait juste un tout petit peu après pour nous, parce qu'en fait, on est dans une situation vraiment, vous disiez qu'on a eu gain de cause dans notre pétition, on a eu gain de cause jusqu'à fin février, et ça a été annoncé la semaine dernière. Donc là, c'est-à-dire qu'on a une visibilité qui est une visibilité de 2 semaines. Parce que 1er mars, c'est de nouveau terminé. Donc en fait, on a vraiment une urgence sur le fonds de solidarité. Et après, sur les cotisations, enfin moi, de mon expérience, je ne sais pas si Marc va être d'accord, mais on a eu plus d'écoute du gouvernement et des URSSAF, etc., pour faire des reports et même sur des annulations après. Donc je suis plus même sur des annulations. Ouais, du coup, je suis plus optimiste sur la partie des cotisations et c'est plutôt sur le fonds de solidarité aujourd'hui qu'il y a une réelle inquiétude. Vous êtes d'accord tous les deux sur l'idée de, en tout cas j'entendais chez Marc, l'idée de le doubler, c'est-à-dire passer de 1500 à 3000 pour avoir une petite rémunération de survie. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, moi, je suis d'accord avec une subtilité. Je pense que le fonds de solidarité devrait être versé à l'indépendant lui-même, c'est-à-dire sur son compte bancaire sur son compte personnel. Et pas sur celui de l'entreprise. C'est un vrai sujet, ça. Même si vous le doublez et que la société est en dette, vous ne toucherez rien en rémunération. Tout partira dans les charges. Absolument. On est d'accord, par un loyer trop élevé et par des fournisseurs qui, eux aussi, réclament leur dû. C'est intéressant, ça. La question de l'attribution, effectivement, ça dépend quel type d'indépendant on concerne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes fleuriste, vous êtes boucher, vous êtes boulanger, vous êtes dans l'équipement de la personne, etc. Oui. L'objectif du dirigeant, c'est sauver son entreprise avant de se sauver lui. Ils sont dans un espèce de mécanisme, en fait, assez jusque-boutiste. C'est ce qui nécessitera d'ailleurs l'objectivité de faire un point à un moment précis pour savoir s'il y a intérêt à continuer ou pas. Donc, ils ne se mettent pas dans la perspective de leur propre rémunération, ils se mettent dans la perspective de sauver leur outil de travail qui leur permettra après, effectivement, d'avoir une rémunération. Certains y mettent leur bien perso, j'ai vu. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas toucher une rémunération mensuelle qui les intéresse. C'est surtout de sauver la maison, c'est surtout de sauver les encours qu'on a pris, c'est surtout ne pas être caution personnelle des dettes qu'on a engagées. Leur objectif, il est là aujourd'hui et il n'est pas ailleurs. Avant de nous quitter, vos calendriers respectifs, c'est quoi ? C'est Elisabeth Borne, c'est des ministres respectifs, c'est des conseillers. Vous avez plus de 15 jours pour les convaincre ? Écoutez, pour ce qui nous concerne, on a eu, pas plus tard que cette semaine déjà, des réunions avec le cabinet d'Alain Griset, justement, sur un petit peu l'état des lieux, les propositions qu'on a faites et surtout quelles vont être les perspectives qui vont être données dans les prochaines semaines, notamment d'ailleurs sur le déblocage du fonds de solidarité, parce qu'on est quand même dans la situation assez reportée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a commencé de 15 jours en 15 jours. On a commencé à solder le mois de décembre. Pour janvier, on va devoir faire les déclarations fin février. C'est faiblard quand même. Donc, il y a énormément de retard pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Voilà, vous dites on repousse jusqu'en juin. Au moins, il y a une visibilité, à minima. Et le deuxième élément, effectivement, c'est la phase de transition. C'est-à-dire d'abord faire un petit peu un audit sur chaque entreprise. Et voir. Et ensuite, effectivement, mais alors là, on y est associé avec Inde aussi, sur toute la partie future des indépendants. Alors, Alain Griset travaille sur le plan des indépendants. On y est associé et on va essayer de faire des propositions qui permettraient d'éviter certaines situations
compliqué pour l'avenir. Inde, juste d'un mot, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, ce n'est pas le sujet du jour, mais Emmanuel Macron avait évoqué tout un travail sur les cotisations et le chômage pour les indépendants. Ça avait fait partie de son package en disant mais il est hors de question que les indépendants ne puissent pas toucher le chômage. Voilà, vous vous rappelez, on en est où? Parce que là, on est dans une situation un peu dramatique, on n'en parle plus de cette histoire. Alors, la promesse n'a pas été tenue. On est d'accord, il faut le dire cash, quoi. Voilà, ok. Et je pense qu'Alain Griset, d'ailleurs, l'a reconnu lui-même que ça n'a pas été tenu. Bah oui. Il nous a dit officiellement, on était ensemble avec Marc, qu'il allait retravailler sur la question du chômage et lancer un plan indépendant. Et donc, nous, ce qu'on a répondu assez naturellement, c'est faisons déjà le fonds de solidarité, bah oui. Gérons l'urgence. Bah oui, et c'est plus le sujet. Voilà. Et donc, ensuite, faisons un plan indépendant. Voilà, quand on sera revenu en mer calme, on est d'accord, parce que la situation, vous êtes dans la tempête, là. On est en capacité, gouverner, c'est prévoir, comme on dit, et on est en capacité, étant pas à l'abri d'ailleurs d'une nouvelle Covid, je ne le souhaite pas, mais d'être préparé effectivement aussi au niveau de nos entreprises et d'avoir des allocations notamment qui puissent être à la hauteur, éventuellement aussi des cotisations que paieraient les dirigeants. Vous allez revenir nous faire, on suivra de près évidemment vos négos, vos revendications et puis la situation de ces Français qui nous regardent, et ils sont très nombreux à être des indépendants, dans la grande famille des indépendants. Merci à Inde et l'Idrissi d'être venus sur le plateau, porte-parole d'indépendants.co, vous êtes engagés dans toutes ces négociations, puis Marc Sanchez, merci, secrétaire général du syndicat des indépendants TPE, vous l'appelez le SD, le SDI. Oui, c'est ça. Non, parce que c'était la marque, l'acronyme. Merci à vous. C'est bientôt fini. Fenêtre sur l'emploi va s'intéresser justement à un sujet qui concerne d'ailleurs les indépendants, une plateforme qui met en relation les employeurs avec des jeunes. Et évidemment, ça tombe bien parce que c'est venu se percuter, c'est venu embrasser ce dispositif, un jeune, un emploi, qui a été lancé par le gouvernement. On en parle tout de suite. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, la réorientation, l'orientation des jeunes avec le numérique, parce qu'on en parle beaucoup, on en parle avec Benjamin Ducousseau. Exactement. J'ai eu du mal à le dire. Ducousseau. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Wizbi. Tout à fait. Alors c'est une plateforme, j'allais dire, assez traditionnelle, avant qu'évidemment le gouvernement lance son initiative, un jeune, une solution. Et il s'avère que votre plateforme qui mettait en relation des jeunes avec des emplois, a été sélectionné puisque c'est vous qui avez arraché cet appel d'offres. C'est bien ça l'histoire. C'est ça, donc c'est un petit peu même... C'est le bonheur dans la crise. C'est un petit peu plus large que ça même, parce que nous on crée et on distribue des services pour les jeunes depuis maintenant une dizaine d'années. C'était votre métier ? C'était notre métier d'origine, mais on s'est diversifié en proposant des solutions aux jeunes qui répondent au financement de la vie étudiante, la mobilité, la santé, pas que l'emploi. De la mutuelle, j'ai vu, il y a tout un travail. Exactement, notre sujet c'est vraiment les jeunes, les aider à réussir. Sur tous les spectres de leur vie quotidienne. C'est exactement ça. Et on fait ça donc soit sur des environnements de marque Wizbi, avec nos services qui s'appellent Wizbi Job, Wizbi Money, soit pour des marques tiers. Et c'est le cas notamment de la plateforme Un jeune, une solution, dans laquelle Wizbi a été sélectionné et le créateur et l'opérateur du programme. Donc il y avait dans votre écosystème depuis 10 ans l'envie de tendre la main à ces jeunes. C'est ça. Vous avez élargi, puis vous nous dites, avec beaucoup de modestie d'ailleurs, qu'un jeune, une solution, ce n'est qu'un élément de la fusée Wizbi. Depuis que vous êtes implémenté avec un jeune, une solution, ça marche comment ça fonctionne? Alors, un jeune... Vous n'apparaissez pas en fait dans le... Non, pas du tout. Alors, en gros, un jeune, une solution, la plateforme unjeune-une-solution.gouv.fr, elle est née dans le cadre du plan de relance de l'État qui a été lancé l'été dernier avec les 6 milliards d'aides qui ont été annoncés pour les jeunes. Donc l'État cherchait vraiment un dispositif pour pouvoir venir proposer à chaque jeune les solutions qui étaient disponibles à proximité de chez eux. Et pour ça, ils ont fait un appel à projet et on a répondu en leur proposant quelque part notre expertise, qui était l'expertise du digital, et notre deuxième expertise, qui est la connaissance des jeunes. On a créé cette plateforme qui, si je synthétise un peu ce qu'elle propose, qui permet à chaque jeune de retrouver à proximité de chez lui toutes les solutions qui sont disponibles. Ça veut dire des offres d'emploi, de stage, d'alternance. Ça veut dire également des formations, et notamment toutes les formations vers les métiers d'avenir, qui sont extrêmement importantes, on pourra en parler. Mais ça veut dire aussi les services civiques, qui sont les missions d'intérêt généraux. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'offrir à chaque jeune une solution pour réussir. Ça décolle, un jeune, une solution, parce qu'il y a eu un micro-débat sur les chefs d'entreprise qui prenaient des alternants et qui n'avaient pas reçu, alors ça ne concerne pas Wizbi, mais qui ne recevaient pas évidemment les aides. Bon, ça, je crois que ça a été réglé. Mais sur le dispositif, est-ce que les jeunes se sont rués sur ce dispositif, ou les parents, pour dire, bon voilà, j'ai un site qui me propose, ça marche ?
Bon, alors évidemment, je pense que ça marche très fort. Ça a débuté depuis le 19 novembre exactement. En 3 mois, c'est plus de 800 000 jeunes qui sont passés par la plateforme. On a 145 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi, 85 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation, 40 000 jeunes qui ont été redirigés vers un service civique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais les premiers pas sont déjà très intéressants. Ça marche et on veut continuer l'action et la mobilisation continue. Hier, on évoquait sur ce plateau la situation des étudiants. Alors, c'est un peu penser les étudiants un peu aux indépendants. C'est un peu un entre-deux parce qu'ils ne sont pas lancés en formation d'alternance. Ils sont un peu entre les deux et ils sont en galère. C'est aussi votre public, les étudiants. Ah, tout à fait. C'est votre cible. C'est même carrément notre public. Clairement, il faut se dire les choses. Je crois que c'est complexe aujourd'hui pour les jeunes, même s'il y a un petit regain de forme sur le terrain de l'emploi, mais ça reste quand même compliqué. Excusez-moi, quand vous dites les jeunes, vous parlez des étudiants, parce qu'il y a des jeunes alternants qui sont dans la boucherie, la cordonnerie ou la plomberie, qui globalement sont plutôt assez contents de faire le job et ils ont un job. Oui. Là, je parlais effectivement des étudiants. Donc les étudiants, on a vu, ils ont été globalement confrontés à 2 problèmes. Il y a un problème de l'accès à l'emploi, c'est quand même plus difficile. La crise, elle est exceptionnelle pour eux. Et puis il y a un deuxième problème qui est la précarité, qui les a extrêmement touchés. Et d'ailleurs, on voit que les frontières sont quand même assez poreuses entre les deux sujets. On l'a vu pendant le confinement, tous les étudiants qui ont perdu leur job étudiant, ce sont ceux qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir parfois se loger parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour pouvoir vivre. Donc finalement, emploi et précarité, c'est des sujets extrêmement liés sur lesquels il faut des solutions transverses pour pouvoir les adresser. Là, vous avez donné des chiffres, évidemment, avec le nombre de visites, le nombre de personnes qui sont allées sur le site, de ceux qui ont été reventilés. Ça se répartit comment, ceux qui sont reventilés vers l'emploi? C'est plutôt de l'alternance, c'est plutôt du CDD? Comment se répartissent tous ces jeunes sur le marché de l'emploi, dont vous venez de nous dire qu'il est évidemment un peu compliqué en ce moment? Alors, il y a 2 choses. Je dirais, il y a le marché de l'emploi et puis il y a la plateforme unjeune-solution.gouv.fr. Sur unjeune-solution.gouv.fr, il y a eu il y a plus d'offres de CDI et de CDD que des offres en alternance, en apprentissage, tout simplement parce qu'on les a rajoutées dans un deuxième temps sur la plateforme. C'est une preuve d'information. Allez sur Un jeune, une solution. Si vous n'êtes pas, il y a du CDD, il y a du CDI. Absolument. CDI, CDD, il y a aussi de l'alternance et de l'apprentissage. Et là, il y a les stages qui arrivent maintenant. Donc, oui, on y arrive là. Donc voilà, c'est peut-être pas révélateur du marché de l'emploi en général. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement des filières qui sont porteuses aujourd'hui. Les fameux filières de la santé, absolument, sociale, du numérique. Il y en a d'autres qui souffrent, un peu l'événementiel, la restauration. C'est le moins qu'on je crois qu'il y a un pilier là-dedans qui est la formation, qui est importante pour justement pouvoir aider les jeunes à prendre ces compétences qui seront les métiers de demain. Benjamin Ducousseau, vous évoquiez les métiers d'avenir. C'est quoi les métiers d'avenir pour les parents qui nous regardent, les chefs d'entreprise? C'est quoi les secteurs d'avenir où vous dites, là, les jeunes doivent y aller? Vous les orientez même? Il est certain qu'aujourd'hui, il y a des postes qui sont extrêmement en tension, notamment tous les postes techniques, sur toutes les filières du digital sont extrêmement en tension, la data. Voilà, si on pense à l'avenir, forcément on pense au digital. Et je crois qu'il faut que les jeunes y pensent aussi profondément. Ils sont déjà connectés, les jeunes. Ils sont déjà extrêmement connectés, mais en tout cas en termes de formation, il y a des belles carrières à pouvoir là-dessus. Mais c'est pas tout. Je crois qu'il faut aussi le dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des métiers qui sont des métiers de l'artisanat, du quotidien, qui ne se perdent pas, qui sont là, qui recrutent. Donc voilà, c'est parfois d'ailleurs ce grand écart entre le digital, le numérique, la prévention et au contraire à la proximité territoriale, l'artisanat. Avant de nous quitter, vous sentez une évolution quand même? Moi j'ai l'impression que dans la sociologie, à mon époque, les métiers techniques, les métiers manuels, on n'était pas orientés. Les profs de français, vos profs principaux, vous emmenaient vers des filières un petit peu... Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est en train de redonner un petit peu de lustre et de valeur à ces métiers techniques. Vous le ressentez sur le site Un jeune, une solution, et chez Wisby d'ailleurs? Absolument. Enfin, je le vois même chez nous sur nos sites. On voit que toutes les filières qui sont techniques ont aujourd'hui la cote, si l'on peut dire. Donc voilà, c'est une donnée à prendre en compte si on veut correctement s'insérer sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail qui a été mené par les gouvernements, mais aussi le corps enseignant. Et puis vous, Wisby, tous ceux qui disent il y a des métiers intéressants, on peut trouver un sens à sa vie en étant couvreur-zingueur ou en étant plombier. Ouais, voilà. C'est aussi une évolution, tout simplement, je pense, de la société, du monde du travail aujourd'hui. C'est ça, puis c'est des secteurs aussi qui embauchent, donc on va aussi là où ça embauche. Merci Benjamin Ducousseau, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le CEO, donc le créateur, le fondateur de cette structure Wisby. Elle a 10 ans, mais elle a pris un élan supplémentaire avec Un jeune, une solution. Ça vous fait sourire parce que ce n'est qu'un des éléments de votre entreprise, vous me l'avez bien dit. Mais vous faites plein d'autres choses. C'est une très belle carte pour Wisby. Voilà, belle vitrine.
Merci. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci Inde d'être resté avec nous jusqu'au bout parce que ça concerne les indépendants. Vous n'étiez pas dépaysés dans le débat de ces jeunes qui parfois veulent devenir chef d'entreprise. Merci à vous, merci à Romain Luc, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, évidemment à Pauline, Margot, Caroline, Victoire, toutes ces drôles de dames qui m'aident à préparer l'émission. Je serai là demain évidemment pour un nouveau numéro de Smart Job. Venez nombreux, réagissez, tweetez, réagissez sur LinkedIn. Vous êtes les bienvenus. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.